11 jours d'angoisse pour la famille et les proches et un immense mystère pour tout le monde. Qu'est-il arrivé au petit Émile, disparu le 8 juillet dans les Alpes de Haute-Provence? Une information judiciaire est ouverte. Toutes les pistes restent envisagées. 2 juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence viennent d'être saisis du dossier. On en parle avec mon invité Marc Rolland, capitaine de gendarmerie et porte-parole de l'association professionnelle nationale des gendarmes et citoyens. Bonjour Marc Rolland, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Avec plaisir, c'est nous qui vous remercions. Alors vous êtes spécialiste justement des recherches de ce type. Tout d'abord, ma première question, avez-vous déjà eu affaire à un tel dossier? Alors écoutez, juste pour rappel et pour mémoire, on dira qu'en 2020, la gendarmerie a enregistré plus de 16 200 disparitions inquiétantes. Elles sont comptabilisées à notre fichier des personnes recherchées, donc elles sont comptabilisées de manière formelle, et ceci nonobstant les disparitions inquiétantes qui ont bénéfiquement et heureusement été soldées avant leur inscription, ce qui veut donc dire que ça représente une part très importante de l'activité quotidienne du gendarme en général en France et en Outre-mer. Alors effectivement, vous nous apprenez quelque chose, mais alors parmi ces 20 000 et quelques disparitions, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants? Alors, on juge une disparition inquiétante selon effectivement l'âge, la minorité étant un facteur inquiétant nominal, et puis des disparitions inquiétantes en raison de l'état de santé de la personne majeure, un handicap physique, un handicap psychique, un handicap psychiatrique, un traitement médical lourd, ou alors un contexte qui rend sa disparition inquiétante en raison des propos rapportés par les témoins ou les déclarants. Alors de fait, là, on est évidemment dans le cadre d'une disparition inquiétante puisque mineure. En quoi cette disparition est-elle différente des autres? Elle est différente parce que le contexte est étrange. Il y a une part effectivement inquiétante, il y a une part troublante, il y a presque une part ésotérique qui fait qu'on a du mal effectivement à s'inscrire dans une normalité puisque les opérations physiques de recherche opérationnelle sur le terrain aurait dû permettre de retrouver ce jeune Émile sain, sauf ou malheureusement sa dépouille. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat d'échec, un constat, un bilan, un état des lieux. Il n'est pas là où il aurait dû être, donc la question se pose et la question se pose pleinement. Marc Rolland, quand vous nous dites ésotérique, parce qu'en gros, si je traduis vos propos, on a presque tout essayé. Il y a eu des ratissages de citoyens avec des chiens cynophiles, et on n'a rien trouvé. Pour vous, clairement, ce n'est pas normal. Vous qualifiez ça d'ésotérique? Je qualifie ça d'ésotérique parce que vu le volume d'appels qui rentrent sur la plateforme téléphonique et sur les messages qui nous parviennent des différentes populations, la nature humaine a horreur du vide. On a toujours cette part troublée entre envie de se faire peur, envie de comprendre, et quand on ne comprend pas, eh ben on rapporte les choses à cette part énigmatique qui entoure l'espèce humaine. Mais la rationalité de l'enquête judiciaire nous ramènera très vite à la réalité. Alors, nouvelle étape justement dans cette affaire judiciaire, comme vous dites, le juge d'instruction va être saisi, 2 juges précisément. Ça va changer quelque chose? Alors la dualité la dualité de juge d'instruction, ça permet clairement de s'inscrire dans l'endurance, dans la durée, la capacité à durer, à mettre en œuvre des moyens procéduraux, techniques et scientifiques extrêmement lourds pour permettre effectivement de solder ce contentieux judiciaire qui n'en finit plus. Alors il y a eu d'autres disparitions. Oui, pardonnez-moi, il y a eu... Oui, un binôme, ça s'inscrit effectivement dans une lecture partagée sur un dossier complexe, à la fois sur le fond et sur la forme. Mais qu'est-ce que ces juges vont pouvoir faire qu'on n'a pas déjà fait? Parce que, donc, on rappelle, il y a eu des battues, les procès ont été suivis, à part, et ça c'était une de mes questions, j'en profite pour vous la poser au passage, l'alerte à enlèvement qui n'a jamais été lancée. Alors, je vais déjà commencer par répondre par cette dernière question. L'alerte enlèvement n'a jamais été lancée parce que les conditions pour mettre en place son lancement, sa mise en œuvre ne sont pas réunies, s'agissant nullement d'un enlèvement avéré et n'ayant absolument aucune connaissance sur le ou les ravisseurs potentiels. C'est un outil comme un autre. Il est utilisé lorsque le cadre juridique s'y prête. Là, le cadre juridique ne s'y prêtait pas. Et en plus, la plus-value opérationnelle, judiciaire, n'était pas forcément avérée. Mais quand on dit qu'aucune piste n'est écartée, ça pourrait être un enlèvement, et auquel cas ça aurait pu être utile? Alors, l'utilité, certainement.
En tout cas, vous avez vu le nombre d'appels à témoins qui a été fait et qui submerge bien largement et bien efficacement un alerte enlèvement classique. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, parmi les pistes étudiées, celle de l'escapade revient en premier, souvent du côté des enquêteurs, suivi d'une chute mortelle. C'est d'ailleurs ce que pensent certains de vos confrères de la gendarmerie nationale. C'est vrai que c'est un terrain escarpé, 1300 mètres d'altitude, il y a des crevasses. Ça reste une hypothèse qui est tout de même priorisée chez les enquêteurs aujourd'hui, ou pas forcément ? Je dirais que ça reste une hypothèse, une piste de travail comme une autre, mais malheureusement, je dois quand même vous rappeler que les recherches physiques sur le terrain, à l'aide des hommes, des moyens, des compétences, des outils thermiques, outils cynotechniques, hélicoptères, caméras thermiques, caméras infrarouges, malheureusement, n'ont pas apporté d'éléments probants. Et tout ça, effectivement, ça ferme quelque peu une hypothèse, je dirais, accidentelle, parce qu'avec les battues qui ont été faites, les recherches qui ont été faites, on aurait dû trouver quelque chose, au moins une trace, au moins un indice, au moins quelque chose. Quand vous dites ça ferme cette piste accidentelle, il reste donc la piste criminelle ? Il reste la piste d'un tiers, effectivement. Alors un tiers humain ou un tiers animal, parce que là aussi ça a été évoqué. En tout cas, on peut présumer l'action d'un tiers dans cette disparition, effectivement. Alors oui, vous me tendez la perche, si j'ose dire. La piste animale, on en a parlé, ça avait l'air d'être une hypothèse farfelue. On a parlé d'enlèvement par un aigle, on a parlé même des loups, puisque en 2017, le maire du village avait déclaré à une radio locale avoir vu des loups traverser le village. Bon, c'était en 2017, mais enfin, vous, en tant que gendarme professionnel de ces recherches, ça vous semble pas complètement délirant ? Alors justement, le côté délirant, ça serait de se fermer à toutes les hypothèses. Et bien souvent, très souvent, et à titre principal, un acte d'enquête, c'est d'abord un acte d'intelligence. On réfléchit aux hypothèses, on met en œuvre des moyens pour aboutir à des raisonnements logiques, une logique judiciaire, une logique opérationnelle, et l'hypothèse animale est une hypothèse comme une autre qu'il ne faut pas écarter. Si ce n'est que si on devait effectivement favoriser, prioriser, réfléchir à cette hypothèse-là, on aurait peut-être quand même trouvé des éléments physiques au sol, en l'espèce des traces de sang, du plumage, des poils, enfin tout ce qui résulte d'une agression animalière, par exemple. Marc Rolland, vous qui êtes justement, on le répète, un professionnel de ces recherches, est-ce qu'aujourd'hui, sans faire de pronostic évidemment, est-ce que vous avez une intime conviction ? Alors, je garderai cette intime conviction pour moi parce qu'elle m'appartient. Bien sûr. Et qu'il serait vraiment malvenu d'en faire part parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Parce que l'objet de cette enquête judiciaire, effectivement, c'est de trouver notre jeune Émile dans les meilleures conditions possibles parce que l'espoir est une part importante de la motivation des hommes, de la population, de ceux qui cherchent, de ceux qui s'interrogent et de sa famille. Il y a d'autres affaires de disparition d'enfants. On pense notamment à l'affaire Madi, cette jeune Anglaise disparue au Portugal qui n'ont toujours pas été résolues. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'espérer savoir un jour ? Écoutez, alors juste pour dire, au sein de la gendarmerie, mais au sein des offices de police en général, police et gendarmerie, nous avons une division des affaires non élucidées, cette sorte de structure cold case qui vise à ne jamais oublier, à ne jamais laisser tomber, à toujours garder un œil vigilant sur ces dossiers, parce qu'un rebondissement est toujours possible, et on l'a déjà vu, il y a eu des belles affaires qui sont sorties grâce aux sciences modernes, à la technologie moderne qui a permis, en brassant l'historique de ces vieilles affaires, de faire remonter à la surface des éléments probants audibles en justice et de confondre leurs auteurs. Merci beaucoup Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association professionnelle nationale, gendarmes et citoyens. Merci d'avoir été avec nous.